Mosaïque. Mosaïque, le podcast de l'Institut français d'Israël et d'Acadème sur les sociétés israéliennes. Bonjour Karen Akoka. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université de Paris-Monterre. Vous êtes actuellement en délégation CNRS au sein du Centre de recherche français de Jérusalem depuis à peu près 2 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire où nous nous trouvons ? Donc on se trouve dans le quartier de Neve Sha'anan, qui est le quartier dans lequel se situe la station centrale de bus de Tel Aviv, qu'on appelle en hébreu Tachana Merkazit. Ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble, c'est qu'on va faire une exploration sonore, sociologique de cette station centrale de bus. Et j'ai pensé que c'était une bonne idée, avant ça, de s'imprégner du quartier dans lequel il est, qui est un quartier pas comme les autres, donc le quartier de Neve Sha'anan, qui raconte aussi beaucoup de l'histoire de cette station centrale de bus qu'on va arpenter ensemble. On est dans ce square, en face de nous, il y a une petite association qui s'occupe des enfants, de migrants et de demandeurs d'asile. Donc on les a vus passer, qui leur offre des temps après l'école. Et donc il y a une espèce de contraste entre cette réputation qu'a ce quartier et ce qu'on voit autour de nous, des immeubles délabrés, et quand même une sensation, et par exemple les enfants qui sont passés là avec leurs éducateurs, et quand même une sensation d'un endroit qui est un peu pris en charge et qui est aussi un lieu ressource. Et on va voir qu'en fait c'est un peu aussi quelque chose qu'on peut dire de force sur la station centrale de bus, qui est à la fois un lieu de relégation et un lieu de ressources pour les populations qui habitent autour. L'histoire de la station centrale de bus et l'histoire de Neve Sha'anan, elle nous permet de tirer plein de fils de l'histoire en fait des politiques israéliennes, pas seulement migratoires. Neve Sha'anan, c'est un des premiers quartiers qui est construit, c'est pas le premier, mais un des premiers qui est construit hors de Jaffa, donc une banlieue en fait de Jaffa dans les années 20, en 1948, à la suite de la guerre. À ce moment-là, ce petit morceau qui n'a pas pu être acheté, il est exproprié par l'État d'Israël qui vient de naître. Dans les années 60, un entrepreneur qui s'appelle Aryeh Pilz décide d'acheter cette propriété au Jewish National Fund, au Fonds national juif. Et assez vite, il développe l'idée de proposer à la mairie de Tel Aviv, qui est en train de réfléchir à faire des travaux dans l'ancienne gare centrale de bus, donc qui veut la délocaliser le temps des travaux puis la remettre. Et lui, il dit, écoutez, au lieu de faire ça, moi, je vous fais une nouvelle station centrale de bus. Et donc se construit cette nouvelle station centrale de bus sur des fonds privés. On peut penser qu'une station de bus, c'est quelque chose de soit municipal, soit étatique. Et donc là, c'est un des débuts d'une forme de privatisation de quelque chose qui peut être du bien public. Et donc, comme c'est sur des fonds privés, il doit rentrer dans ses frais. Son idée, c'est que cette station centrale de bus, en fait, ce soit aussi un gigantesque mall. Ce qu'il a fait, c'est de vendre des parcelles de ce mall qui seraient des commerces, pour pouvoir rentrer dans le frais de la construction de ce gigantesque mall. Pour le construire, il propose à un architecte très connu qui s'appelle Ron Carmi, qui est l'architecte qui a fait le Dizengoff Center, qui a fait la Cour suprême, de faire les plans. Ron Carmi, il est dans une période à ce moment-là qu'on dit brutaliste, c'est-à-dire en réaction au Bauhaus. Et donc, il va faire cet édifice qui est très difficile, parce que donc il est comme le veut la tradition brutaliste, un peu dur, ciment, loin des formes douces du Bauhaus. Et voilà, ils ont l'autorisation de la municipalité de Tel Aviv de construire, parce qu'il faut l'autorisation, de construire cette station centrale de bus. Leur projet est complètement délirant, c'est-à-dire qu'ils veulent faire un énorme mall. Ils prévoient qu'il y ait 1 million de personnes qui passent tous les jours. Il y a à cette époque-là 2 ou 3 millions d'habitants en Israël. Et ça devient tout de suite la plus grande station centrale de bus au monde, dans un des plus petits pays au monde. Et ça le reste jusque dans les années 2010. Pilz, avec sa société de contracteurs, fait banqueroute. Voilà, tout s'arrête.
Et le quartier devient encore plus relégué, puisqu'il est pris entre une ancienne station de bus qui continue, alors elle s'appelle ancienne mais elle continue à fonctionner, et une espèce d'énorme plateforme de travaux, un édifice en construction et à l'arrêt. Donc il faut imaginer ce quartier avec cette espèce d'énorme chantier à ciel ouvert, en construction ou pas, et donc les populations... Donc la construction va prendre 30 ans au total. Voilà, ça va prendre 30 ans, parce que ça va reprendre en 1987, parce qu'il y a un autre contracteur qui va racheter la station de bus, et ça va être fini en 1993. Donc voilà, ça a commencé en 67, ça finit en 93. Donc entre-temps, le quartier est encore plus relégué. Alors, c'est un quartier, comme beaucoup de quartiers relégués, qui est devenu un quartier d'immigration. Alors au début, d'immigration juive, on y trouve beaucoup des populations orientales, venues d'Afrique du Nord. C'était dans ce quartier un grand lieu où on s'échangeait des cassettes avec de la musique orientale. Il y a plein de personnes âgées qui se souviennent, vraiment, c'est là qu'elles se procuraient la musique orientale sur cassette. Au moment de l'immigration de l'Union soviétique, à la fin des années 80, début des années 90, beaucoup sont venus ici avant d'être réinstallés ailleurs. Et puis, début des années 90, arrive une population qui est un peu différente de toutes les autres, parce que c'est une population de migrants non juifs. Donc c'est dans cette espèce de vide, de relégation, que va s'insérer cette population-là. Donc là, on est en train de marcher du square Levinsky à la station centrale de bus de Tel Aviv. Ils sont juste à côté l'une de l'autre. Et on passe devant des immeubles et on voit qu'à côté des immeubles délabrés, qui sont la majorité du quartier, il y a quelques immeubles flambant neufs, très modernes. Et ça, c'est vraiment les signes d'un début de gentrification de ce quartier. Donc c'est sans doute le dernier quartier qui peut être encore gentrifié. Shalom! מה העניינים? אני בריק, אני מחבל דארפור, מסודאן. הגעתי לישראל ב-2008, בגיל 13. היום אני בן 29, כן. ואני סיימתי את לימודיי, היום אני עובד מעיריית תל אביב, במרכז ליזמות וחדשנות עירונית. Donc Barik, il est arrivé du Soudan à 13 ans, du Darfour. Tout seul, il a passé la frontière avec l'Égypte, la frontière avec Israël, et il est arrivé tout seul. On lui a dit va à Tel Aviv, il y a des gens comme toi à Tel Aviv, arrête-toi dans ce quartier et tu trouveras de l'aide. Et donc il est arrivé, il a dormi pendant plusieurs jours dans le square Levinsky, jusqu'à ce qu'il soit repéré par des travailleurs sociaux qui ont vu qu'il avait 13 ans, qu'il était tout seul. Barik, c'est vraiment un des très très rares exemples de personnes qui a vraiment réussi à trouver une manière de s'intégrer dans la société israélienne. Il a dit qu'il travaille pour un programme pour la mairie de Tel Aviv, c'est rarissime. Et alors, donc je finis sur la gentrification du quartier. Le foncier à Tel Aviv, c'est un enjeu énorme, c'est extrêmement cher. Et d'avoir encore un quartier où on peut construire des nouvelles habitations pour faire venir de populations, c'est extrêmement rare. Et donc il y a une spéculation extraordinaire et qui fait que les populations qui vivent aussi, à terme, sans doute, elles vont devoir partir. Karen, vous nous emmenez à l'intérieur de la gare. On vous laisse prendre le devant. Donc là, on est rentré dans cette fameuse station centrale de bus et on va commencer un peu à découvrir cet espace dont une des premières choses qui frappe quand on le regarde, c'est sa dimension labyrinthique. Il suffit de passer un quart d'heure à marcher dans la station centrale de bus pour tomber sur plein de gens qui vous demandent le chemin parce qu'ils se sont perdus. On voit là, en jetant un coup d'œil, en entrant, qu'il y a des demi-étages, des ascenseurs d'un côté, des escalators, mais qui ne continuent pas dans le bon sens de l'autre. Oui, parce que ce qu'il faut rappeler, et c'est assez anxiogène pour une gare, c'est que c'est très difficile de trouver son chemin, qu'on a des bouts d'escalier qui ne continuent pas, par exemple. Et pour rappeler ce que vous disiez, c'est parce qu'initialement, c'était cette gare, l'idée c'était de faire un énorme centre commercial et que les gens restent acheter, en fait. Et là, je notifie et je montre du doigt la présence du scotch. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est, pourquoi il y a tant de scotch ? Le scotch, ça raconte aussi ces politiques migratoires qui font partir les gens
de manière constante, où il faut surtout pas qu'ils s'installent et qu'ils s'intègrent, ces titres de séjour qui sont très temporaires, et donc voilà, des populations qui sont tout le temps en train de faire leur bagage et de repartir, et d'où ces rouleaux de scotch un peu partout. Alors là, on se retrouve sur une boutique. Elle répond à quel besoin, cette boutique ? Alors cette boutique, c'est un bureau de poste. On voit tous les signes du bureau de poste, et pourtant, quand on rentre à l'intérieur et même à l'extérieur, on voit que y a des t-shirts à vendre, des sacs à dos, des sacoches. Et en fait, c'est un bureau de poste qui est aussi un magasin de vêtements, de produits de beauté et de sacoches. Et donc là, on a vraiment quelque chose d'assez extraordinaire, parce que d'un côté à gauche, on a le guichet du bureau de poste. Au milieu, on a les produits qui se vendent, et puis à droite, on a un guichet de transfert de fonds. À droite, je crois que c'est même une agence de voyage, transfert de fonds. C'est directement une agence pour voyager. Donc là, on a vraiment en un seul lieu concentré un ensemble de services et de commerce à destination des populations migrantes. Beaucoup de produits de beauté. Pourquoi ? Parce que beaucoup des travailleurs migrants dans le Caire, ce sont des femmes. Et donc voilà, ça c'est à destination de ces femmes. Et cette boutique hybride, avec donc ce guichet de la poste à l'intérieur, elle raconte aussi comment dans ce lieu en marge, on peut inventer d'autres formes. Il y a d'autres choses qui se développent un peu plus loin des formes institutionnelles, instituées, traditionnelles. Et on sent que c'est ambivalent, que rapidement, une activité pour une autre peut changer en fonction du besoin. Mais c'est aussi d'une certaine manière un peu à l'abri, à l'écart des regards du centre, que on peut développer des choses un peu différentes. On va monter par là. Ah non, cet escalator. Ah si, on peut monter par là. Il marche pas l'escalator. Il marche pas ? Okay. Donc on peut le prendre. Quand on arrive dans la gare, on arrive directement au 4e étage. Oui, alors ça c'est aussi toute une histoire. Donc d'abord il y a des demi-étages, puisqu'il a fallu le plus possible essayer de faire des échoppes et des commerces. Donc sur des demi-étages on peut en faire plus. En fait, le premier étage et le deuxième étage c'est des sous-sols. C'est là où arrivaient les bus intervilles, enfin de la ville de Tel Aviv. Ces 2 étages ont été assez rapidement fermés, peu de temps après l'ouverture, parce qu'on a mesuré un taux de pollution beaucoup trop important. Et donc, qu'est-ce que ça a fait, la fermeture de ces 2 étages ? Ça a été une catastrophe encore plus grande pour cette station de bus, dont j'ai pas encore vraiment parlé du niveau de délabrement. Pourquoi le délabrement ? Parce que là, on se balade, il faut juste imaginer que tout est quasiment condamné. Enfin, c'est-à-dire qu'on est dans un étage... Des vitrines vides. Le fait que l'étage a fermé, donc ça a fait que tous les commerces qui étaient dans les 2 étages du dessous, eh bien, plus personne ne venait. Et la compagnie de bus, elle a été déplacée à l'étage tout au-dessus. Et donc, tout ce système pour passer d'un bus à l'autre, aller à l'intérieur des étages de la station centrale de bus, ça s'est effondré. Et donc, les magasins ont commencé à avoir de moins en moins de clients, alors même qu'ils n'en avaient déjà pas beaucoup. Ici, on passe devant un jardin d'enfants pour un public de population de demandeurs d'asile et migrants. Donc ça aussi, c'est très étonnant parce que ça sent pas bon, c'est complètement délabré, tout autour est vide. Et puis voilà, il y a cette petite porte avec, on devine, des petites sièges de toutes les couleurs. La porte s'ouvre, on entend un peu les enfants. C'est toujours cette image de ce lieu qui est à la fois relégation et ressources. Ça veut dire que la relégation, elle saute aux yeux et elle saute aux narines. Et en même temps, il y a là un petit havre de paix pour les enfants qui sont pas en âge d'aller à l'école. Et donc les mamans, normalement, elles peuvent pas travailler. Et là, pour des prix beaucoup plus modiques, on les reçoit et elles peuvent, elles se libérer pour travailler. Ce qu'on voit aussi, c'est ce que vous m'expliquez, c'est que tous ces magasins abandonnés, il faut imaginer des vitrines de magasins abandonnés, ça a servi pour les artistes d'ateliers à une certaine époque. Ouais, alors pas toutes, mais en tout cas, il y a un certain nombre des vitrines autour de nous qui ont été des ateliers d'artistes, et on voit encore en fait des restes de sculptures, d'installations de l'autre côté de la vitrine, parce qu'à un moment, la politique de la société qui détenait la station centrale de bus, ça a été d'essayer de la faire vivre, d'attirer des gens en proposant à des artistes des loyers très modiques, avec l'idée d'animer cet endroit, attirer cet endroit, le rendre plus attrayant. Alors là, on est devant une librairie yiddish qui s'appelle Young Yiddish. Donc on va passer la porte.
Et ce qu'on entend au-dessus de nous, c'est le bruit des bus qui passent et qui font vibrer toute la structure. Donc on se sent vraiment dans un endroit très très fragile. Donc là, on rentre dans cette librairie qui est aussi une salle de concert qui s'appelle Young Yiddish, qui est un lieu tout à fait incroyable. Moi, l'impression que j'ai toujours eue quand je rentre là, depuis l'extérieur, qui sent mauvais, qui est délabré, qui est déprimant, désespérant, avec le bruit du bus qui vient tout fragiliser, c'est d'être Alice au pays des merveilles. Je passe une porte et je tombe dans un autre monde. Et c'est complètement un autre monde. Autour de nous, il y a des milliers de livres. Je sais d'ailleurs précisément qu'il y a 65 000 livres, tous des livres en yiddish, toutes sortes de livres. C'est-à-dire qu'il y a Zola en yiddish, comme la littérature yiddish classique d'écrivains yiddish, comme des romans qui ont été traduits. La personne qui a ouvert ce lieu, en fait, elle avait un lieu à Jérusalem, qu'elle a déménagé ici. Elle dit que c'est la plus grande librairie yiddish d'Israël, c'est sans doute vrai, avec ses 65 000 livres, qu'il en a plus que la librairie nationale. Ça sent le livre autour de nous. Et donc voilà, sur les murs autour, il y a tous ces livres de toutes ces formes, de toutes ces tailles, traduites en yiddish ou écrits en yiddish, depuis toutes sortes de langues. Et puis, au centre, là dans lequel on avance, en fait, il y a une scène. Puis il y a des tables et des chaises, parce que tous les dimanches soirs, ici, il y a un concert de musique klezmer. Tous les dimanches soirs à 20h. Et donc, le lieu, il s'anime de gens qui viennent écouter la musique klezmer, qui chantent, qui dansent. Et de manière régulière, c'est aussi un lieu qui est prêté à toutes sortes de populations qui sont plutôt dans des pratiques artistiques marginales. Donc, par exemple, des fois, il y a des concerts de punk ici. Il y a toutes sortes d'expressions qui sont plutôt des expressions de personnes des marges. Et pourquoi on parle de marge? Parce que la personne qui a ouvert ce lieu, Mendy, lui, ce qu'il dit, sa philosophie, c'est de dire que la culture yiddish est une culture des marges. Et qu'en fait, le yiddish, c'est une langue d'accueil pour toutes les populations qui sont dans les marges. Comme la station centrale de bus, au fond. Des populations venues de partout, mais aussi des populations qui ont des modes expressifs qui sont plutôt marginales. Et donc, par exemple, il a ici de la littérature LGBT en yiddish. Et il reçoit beaucoup aussi d'événements LGBT, parce que, voilà, pour lui, il y a une logique que le yiddish vienne attirer les courants plus marginaux. Donc là, on sort de Young Yiddish. Voilà, Alice au pays des merveilles retourne dans le monde. Dans la réalité. Voilà, dans le monde réel. Et en face de nous, il y a une vitrine qui est fermée avec des rideaux, mais ce lieu, il sert d'église à des femmes philippines, donc tous les samedis après-midi, jour de congé. Elles viennent et on peut entendre des chants. C'est pratiquement que des femmes qui travaillent comme travailleuses domestiques dans des familles. Oui, parce que c'est ce que tu disais aussi, Neve Sha'anan, c'est un quartier où il y a eu une grosse communauté philippine qui est arrivée à peu près à quelle époque? La communauté philippine, elle est arrivée au début des années 90 avec tous les autres travailleurs migrants. Dès le début des années 90, arrive ici une population de travailleurs migrants, pour la plupart de Thaïlande, de Chine, de Sri Lanka, des Philippines, un petit peu d'Europe de l'Est, des Roumains. Qui sont-ils? Pourquoi est-ce qu'ils arrivent là? Alors, ils n'arrivent pas là par eux-mêmes, ils sont acheminés ici par les politiques migratoires et je dirais même les politiques de main-d'œuvre israéliennes. Ce qui se passe, c'est que en Israël, il y a un besoin extrêmement fort, comme dans beaucoup de pays, mais encore plus, étant donné l'économie très florissante dans les secteurs du BTP, donc de la construction, dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, dans les secteurs du soin à la personne,
d'une main-d'œuvre étrangère, puisque les Israéliens ne travaillent pas dans ces secteurs. Et traditionnellement, c'est les populations palestiniennes, c'est la main-d'œuvre palestinienne qui faisait ce travail-là, surtout dans la construction et la restauration. Et avec la première intifada, puis la guerre du Golfe en 1991, eh bien, on cherche à remplacer cette population palestinienne pour éviter qu'elle vienne en Israël. Alors, elle vient de manière journalière, c'est-à-dire, et c'est encore comme ça aujourd'hui, parce qu'il y a encore toute une partie de l'économie israélienne qui est mise en œuvre par les travailleurs palestiniens. Donc, ils arrivent le matin, très tôt, et ils repartent le soir. Donc, avec cette idée de la séparation qui est à l'intérieur des accords d'Oslo, on accentue encore cet effort pour remplacer la main-d'œuvre palestinienne par une autre main-d'œuvre. Et c'est encore plus fort avec toute la série d'attentats, avec la détérioration des accords d'Oslo. Et aujourd'hui, il y a une politique de balancier où on, à la fois, essaye de remplacer cette population palestinienne, mais quand même, on garde une certaine quantité de personnes, pour parler un peu de manière crue, parce que les titres de travail, ça sert comme moyen de chantage pour faire pression à la fois sur les individus palestiniens, à la fois sur l'autorité palestinienne. Et donc, il y a quand même un intérêt en Israël à avoir cette main-d'œuvre palestinienne. Mais voilà, après cette grande parenthèse, l'idée c'est quand même de remplacer une partie conséquente de ces main-d'œuvre palestiniennes par d'autres personnes. Et donc, on fait venir ces travailleurs venus d'ailleurs. Et pour rester dans la logique avec laquelle on était avec les Palestiniens, ils arrivent avec des contrats de travail et des titres de séjour qui sont liés à leur contrat de travail. C'est-à-dire qu'ils sont choisis dans des agences, dans les pays d'origine. Ils doivent payer des commissions pour pouvoir venir. Et puis, ils viennent avec un titre de séjour qui est lié à un titre de travail. Si jamais ils perdent leur travail, ils sont obligés de repartir. Et ce titre de travail est très temporaire. Ils doivent repartir au bout de 3, 4, 5 ans, ça dépend des configurations et des périodes. Et donc, ils repartent et on fait revenir des nouveaux. Donc, ces personnes-là, elles sont vraiment utilisées comme une force de travail pure, c'est-à-dire que c'est des muscles qui sont là au service du travail et qui sont renvoyés pour faire venir d'autres muscles. Ce que vous appelez des corps au travail. Voilà, des corps au travail et qui sont très vite remplacés par d'autres corps au travail. C'est-à-dire qu'on aurait pu dire que ils développent une expertise, c'est mieux qu'ils restent, ils connaissent le travail, ils continuent à le faire. Non, on préfère les faire partir et faire venir d'autres personnes pour pouvoir vraiment s'assurer qu'ils vont pas s'intégrer dans le tissu social et pour qu'ils restent vraiment le plus possible des machines, des muscles qui ne rentrent pas dans le tissu social israélien. Deux choses que j'ai pas dites, je pense qu'il faut dire, c'est d'abord la variété de commerces qu'il y a ici. Donc il y a à la fois des commerces de vente de produits à destination des publics migrants ou pas, chaussures, vêtements, tout moins cher que nulle part ailleurs à Tel Aviv. Et puis ce qu'on appelle du commerce ethnique, ça veut dire des produits à destination de populations immigrées. Donc là, la nourriture philippine, des robes de mariée éthiopiennes, les légumes exotiques. Des légumes exotiques, etc. Après, il y a tout un service aussi à destination de ces populations comme des avocats ou des associations qui peuvent les aider parce qu'en tant que travailleurs migrants, ils ont des problèmes de litige avec leurs employés. Et après, il y a tout aussi un ensemble de services parce que comme ils n'ont pas de sécurité sociale ou des très mauvaises sécurités sociales, donc des centres de soins où ils peuvent se soigner. Et après, il y a tout plein, de moins en moins, mais il y a eu une période beaucoup de lieux culturels. Donc il y a eu un théâtre. Là, donc ça, c'est plus privé. On est devant une école de danse où, alors là, on voit pas, mais par exemple, le vendredi, c'est à plein de cours de danse, de gens qui dansent dans cet endroit un peu improbable. Pendant tout un temps, il y a eu des théâtres très connus. Il y a aussi toute une série de librairies. Alors, il y a cette librairie yiddish, mais il y a des librairies aussi qui vendent des livres russes d'occasion. Et puis, comme dans beaucoup de quartiers, même si on est à l'intérieur du centre, d'un mall de centre de bus, il y a des coiffeurs, les transferts d'argent, des banques, des agences de voyage. Voilà, il y a tout un étage où il y a des chaussures et qui est, je pense, une survivance du fait que la rue Neve Sha'anan, c'était la rue dans les années 60-70 où on vendait que des chaussures et peut-être qu'il y a quelque chose qui a continué où certains des commerçants de la rue Neve Sha'anan qui ont dû acheter des emplacements ici.
Il y a des lieux cultuels aussi, donc il y a une synagogue, il y a des églises philippines. La synagogue, elle est dans l'ancien Big Mac qui a fermé. Et donc, par exemple, dans cette synagogue, il y a un petit mot qui dit « Si vous avez besoin de tefillin, allez le chercher chez Yitzhak dans le magasin de chaussures ». Il y a la plus grande concentration de chauves-souris d'Israël dans les sous-sols, au point où il y a eu une rumeur à un moment qui a dit que le sous-sol était devenu un lieu protégé par la Société de protection de la nature. En fait, c'est une rumeur. Je l'ai compris après en continuant à enquêter ici. Et il y a aussi beaucoup de rumeurs ici. Cet endroit, il a été conçu pour être une ville dans la ville, une ville sous un toit. Et on retrouve de ça. D'un côté, c'est complètement fascinant. À la fois, c'est cette diversité, cette inventivité dans des lieux relégués. Et puis à la fois, c'est aussi tout à fait désespérant parce que c'est vraiment les personnes qui sont reléguées dans les marges de ce que la société israélienne leur permet d'être. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu une politique d'abandon du lieu aussi pour faire partir. Et peut-être une des plus grosses rumeurs qui circulent actuellement, c'est aussi la fermeture de ce lieu. Pour revenir un peu sur cette idée de faire une recherche sociologique, socio-historique, parce que c'est aussi sur l'histoire de cette station de bus que je travaille, le tour qu'on a fait, j'espère qu'il permet, en tout cas, je pense qu'il montre bien à quel point en choisissant une unité de lieu, on peut faire ce travail d'attraper beaucoup de choses, beaucoup de secteurs, beaucoup de thématiques qui peuvent sembler séparées sur la société israélienne. Ading ibagaken ka, nagadud nagbaliwan na, di aglaw-law, idi ken itata. Hamish, Refusnik, Laalot, Hops, Ethiopia, Kibbutz, Café, Haïm.